27 mars 1943. Chère Kitty, nous avons terminé le cours de sténo. Nous commençons maintenant à nous entraîner à la vitesse. Qu'est-ce qu'on devient bon! Pour te dire encore un mot, de mes activités à tuer le temps. Je les appelle ainsi parce que nous ne faisons rien d'autre que d'essayer d'accélérer le déroulement des journées pour que la fin de notre vie clandestine arrive plus vite. J'adore la mythologie, et surtout les dieux grecs et romains. Ici, il n'y voit qu'une lubie passagère. Il n'avait encore jamais entendu parler d'une gamine de mon âge qui s'intéresse aux dieux. Eh bien voilà, c'est moi la première. Monsieur Van Damme a un rhume, ou plutôt la gorge un peu irritée. Il en fait tout un plat. Gargarisme à la camomille, palais badigeonné à la teinture de myrrhe, dampo sur la poitrine, le nez, les dents et la langue, et avec tout ça, une humeur de chien. Rauter, un de ces boches haut placés, a tenu un discours. Tous les Juifs doivent avoir quitté les pays germaniques avant le 1er juillet. Du 1er avril au 1er mai, la province d'Utrecht sera nettoyée, comme s'il s'agissait de cancrelats. Du 1er mai au 1er juin, les provinces de Nord-Hollande et Sud-Hollande. Comme un troupeau de bétail pitoyable, malades et délaissés, ces pauvres gens sont emmenés vers des abattoirs malsains. Mais il vaut mieux que je n'en dise pas plus, mes pensées ne font que me donner des cauchemars. Au moins une bonne nouvelle, la section allemande de la Bourse du Travail a brûlé à la suite d'un sabotage. Quelques jours plus tard, c'était le tour de l'état civil. Des hommes en uniforme de la police allemande ont ligoté les sentinelles et fait disparaître des paperasses importantes. Bien à toi, Anne. Jeudi 1er avril 1943. Chère Kitty, pas le cœur à faire des blagues, voir la date. Au contraire, aujourd'hui j'aurais de bonnes raisons de citer le dicton « Un malheur n'arrive jamais seul ». Premièrement, notre réconfort, M. Kleiman, a eu hier une sérieuse gastroragie et doit garder le lit au moins 3 semaines. Je dois te dire que M. Kleiman a souvent des gastroragies qui semblent échapper à tout traitement. Deuxièmement, Bep a la grippe. Troisièmement, M. Voskuhl entre la semaine prochaine à l'hôpital. Il a sans doute un ulcère à l'estomac et il va falloir l'opérer. Et quatrièmement, les directeurs de Pomosinverke sont venus de Francfort pour discuter des nouvelles livraisons d'Opekta. Papa avait préparé cette discussion point par point avec Kleiman. Il est impossible de renseigner aussi bien M. Kugler en rien de temps. Les messieurs de Francfort sont arrivés. Papa tremblait déjà en pensant au résultat de la discussion. « Si seulement je pouvais être là, pourquoi ne suis-je pas en bas ?» s'écriait-il. « Tu n'as qu'à coller ton oreille au plancher. Ces messieurs vont venir dans le bureau privé et tu entendras tout. » Le visage de papa s'est éclairé. Et hier, à 10h30 du matin, Margot et lui, 2 oreilles valent mieux qu'une, ont pris position sur le sol. Les conversations ne se sont pas terminées le matin, mais l'après-midi. Papa n'était pas en état de poursuivre sa campagne d'écoute. Il était rompu à force de se tenir dans cette position inhabituelle et incommode. Je l'ai remplacé à 2h30 quand nous avons entendu des voix dans le couloir. Margot me tenait compagnie. À un moment donné, la conversation traînait tellement en longueur et était si ennuyeuse que je me suis endormie brusquement sur le linoléum dur et froid. Margot n'osait pas me secouer de peur qu'on nous entende au-dessous. Et pas question de crier. J'ai dormi une bonne demi-heure avant de me réveiller en sursaut. Et j'avais tout oublié de l'importante discussion. Heureusement, Margot avait fait plus attention. Bien à toi, Anne. Vendredi 2 avril 1943. Chère Kitty, j'ai un terrible péché de plus sur ma liste. Hier soir, j'étais couchée et j'attendais que papa vienne prier avec moi et me dire bonne nuit, lorsque maman est entrée dans la chambre, s'est assise sur mon lit et a demandé d'une voix timide « Anne, papa n'est pas prêt. Pourquoi ne pas prier ensemble ?»« Non, Manza, » ai-je répondu. Maman s'est levée, est restée un instant près de mon lit, puis a marché lentement vers la porte. Tout d'un coup, elle s'est retournée et le visage contracté a dit « Je ne veux pas me mettre en colère contre toi. L'amour ne se commande pas. »
Quelques larmes coulaient sur son visage lorsqu'elle est sortie. Je suis restée dans mon lit sans bouger et je me trouvais odieuse de l'avoir repoussée avec autant de brutalité. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas lui faire d'autre réponse. Je suis incapable d'hypocrisie et de prier avec elle contre mon gré. C'était tout simplement impossible. J'avais pitié de maman, une très grande pitié, car pour la première fois de ma vie, je me suis aperçue que ma froideur ne la laisse pas indifférente. J'ai lu le chagrin sur son visage quand elle a parlé de l'amour qui ne se commande pas. La vérité est dure à dire. Et pourtant, la vérité est que c'est elle-même qui m'a repoussée. C'est elle-même qui m'a rendue insensible à tout amour de sa part, par ses remarques blessantes, la rudesse de ses moqueries sur des sujets qui, pour moi, ne prêtent pas à la plaisanterie. De même que je me recroqueville chaque fois qu'elle me lance ses mots durs, de même son cœur s'est recroquevillé lorsqu'elle s'est aperçue que tout amour avait vraiment disparu entre nous. Elle a passé la moitié de la nuit à pleurer et n'a pas dormi jusqu'au matin. Papa évite de me regarder, et quand il le fait, je lis dans ses yeux ces paroles. « Comment peux-tu être aussi désagréable? Comment oses-tu faire tant de peine à ta mère ?» Tous, ils attendent que je présente des excuses. Mais c'est un cas où je ne peux pas le faire, parce que j'ai dit une chose qui est vraie, et que maman devra de toute façon savoir un jour ou l'autre. Je suis, et je parais indifférente aux larmes de maman et au regard de papa, parce qu'ils ressentent tous deux pour la première fois un peu de ce que je remarque sans cesse. Tout ce que je puis éprouver, c'est de la pitié pour maman, qui devra retrouver elle-même une ligne de conduite. Pour ma part, je continue à me taire, à me montrer froide, et ailleurs non plus, je ne reculerai pas devant la vérité, parce que repoussée plus longtemps, elle est d'autant plus difficile à entendre. Bien à toi, Anne. Mardi 27 avril 1943. Chère Kitty, toute la maison retentit de disputes. Maman et moi, Van Dan et papa, maman et madame, tout le monde en veut à tout le monde. Joyeuse ambiance, non? La liste bien connue des péchés d'Anne a été remise sur le tapis dans toute son ampleur. Samedi dernier, ces messieurs de l'étranger sont revenus en visite. Ils sont restés jusqu'à 6 heures. Nous nous tenions tous en haut et n'osions pas remuer le petit doigt. Quand personne d'autre ne travaille dans l'immeuble ou aux alentours, les gens qui sont dans le bureau privé entendent le moindre pas. J'ai de nouveau la bougeotte, ce n'est pas drôle, crois-moi, de rester si longtemps immobile. Monsieur Voskuhl est déjà à l'hôpital central. Monsieur Kleiman a repris son travail. Sa gastrorragie a pu être enrayée plus vite que d'habitude. Il nous a raconté que les pompiers avaient encore aggravé les dégâts subis par l'état civil. Au lieu d'éteindre l'incendie, ils ont tout inondé avec leurs lances. Bien fait. L'hôtel Carlton est en ruine. 2 avions anglais, avec à leur bord une pleine cargaison de bombes incendiaires, sont tombés exactement sur le foyer des officiers. Tout l'angle de la Weiselstraat et du Singel a brûlé. Les attaques aériennes sur les villes allemandes se renforcent de jour en jour. Nous n'avons plus une nuit de calme. Le manque de sommeil me fait des cernes sous les yeux. Notre nourriture est misérable. Petit déjeuner de pain sec, ersatz de café. Dîner, depuis 15 jours, épinards ou salade. Pommes de terre de 20 cm de long, au goût douceâtre et pourri. Les candidats à l'amaigrissement n'ont qu'à prendre pension à l'annexe. Ceux d'en haut se répandent en jérémiade, mais nous ne prenons pas les choses au tragique. Tous les hommes qui ont combattu ou été mobilisés en 1940 sont appelés à travailler pour le Führer dans des camps de prisonniers de guerre, sûrement une mesure prise en prévision du débarquement. Bien à toi, Anne. Samedi 1er mai 1943. Chère Kitty, Dussel a eu son anniversaire. Les jours précédents, il faisait semblant de ne pas vouloir en entendre parler, mais quand Miep est arrivé avec un grand cabas à provisions débordant de paquets, il était aussi excité qu'un petit enfant. Sa lolotte lui envoyait des œufs, du beurre, des gâteaux secs, de la limonade, du pain, du cognac, du pain d'épices, des fleurs, des oranges, du chocolat, des livres et du papier à lettres. Il a arrangé une table d'anniversaire
qui est resté exposé 3 grands jours, ce vieux schnock. Ne crois surtout pas qu'il souffre de la faim. Nous avons trouvé dans son placard du pain, du fromage, de la confiture et des œufs. C'est honteux, pour ne pas dire plus, de la part d'un homme que nous avons eu la bonté de recueillir ici, dans le seul but de le sauver de la mort, de se remplir ainsi la panse dans notre dos sans rien nous donner. Nous avons bien tout partagé avec lui, nous. Mais nous avons été encore plus scandalisés par sa mesquinerie vis-à-vis de Kleiman, de Voskuhl et de Bep. Il ne leur donne rien du tout. Les oranges dont Kleiman aurait tant besoin pour se soigner l'estomac, du sel les trouve encore plus saines pour le sien. Cette nuit, j'ai dû rassembler 4 fois mes affaires, tant ça tirait fort. Aujourd'hui, j'ai rempli une mallette où j'ai fourré des objets de première nécessité en cas de fuite. Mais maman dit avec raison, fuir, pour aller où? Les Pays-Bas tout entiers doivent payer pour la grève d'un grand nombre de travailleurs. C'est pourquoi l'état de siège a été proclamé, et 1 ticket de beurre retenu sur la ration de chacun. Les enfants font les polissons. Ce soir, j'ai lavé les cheveux de maman, ce qui n'est pas si simple par les temps qui courent. Nous sommes obligés de nous servir d'un savon vert gluant parce que nous n'avons plus de shampoing. Et en plus, maman n'arrive plus à se démêler les cheveux correctement car le peigne familial n'a plus que 10 dents. Bien à toi, Anne. Dimanche 2 mai 1943. Chère Kitty, en pensant de temps à autre à nos conditions de vie ici, j'en arrive le plus souvent à la conclusion que par rapport aux autres juifs qui ne se cachent pas, nous sommes ici dans une sorte de paradis. Mais que plus tard, quand tout sera redevenu normal, j'aurais du mal à imaginer que nous, qui à la maison fûmes toujours si propres, étions, on peut le dire, tombés si bas. Tombés, dans le sens du mot qui se rapporte aux bonnes manières. Par exemple, depuis que nous sommes ici, nous avons sur notre table une toile cirée qui, à force d'être utilisée, n'est généralement pas des plus propres. Souvent, j'essaye bien de lui redonner un peu de lustre, mais avec un torchon plus trou que torchon, et qui a été neuf longtemps avant que nous nous cachions. On n'est pas beaucoup plus avancé, même en frottant de toutes ses forces. Les Van Dan dorment depuis le début de l'hiver sur un drap de flanelle que l'on ne peut pas laver ici, parce que la poudre de savon avec ticket est beaucoup trop rare, et en plus très mauvaise. Papa porte un pantalon effiloché, et sa cravate présente aussi des signes d'usure. Et aujourd'hui, la gaine de maman a craqué de vieillesse, et on ne peut plus la réparer, tandis que Margot se promène avec un soutien-gorge trop petit de 2 tailles. Maman et Margot ont passé tout l'hiver avec 3 tricots, à elles 2, et les miens sont si petits qu'ils ne m'arrivent même pas au nombril. Bien sûr, ce sont des choses sur lesquelles on peut passer, mais pourtant, je me demande parfois avec horreur comment nous allons faire, nous qui vivons et nous débrouillons avec des objets usés, depuis ma culotte jusqu'au blaireau de papa, pour retrouver plus tard notre position d'avant-guerre. Dimanche 2 mai 1943. Les sentiments sur la guerre à l'annexe. Monsieur Van Dan. Cet honorable personnage a, de notre avis à tous, une grande clairvoyance politique, mais nous prédit tout de même qu'il nous faudra séjourner ici jusqu'à fin 43. C'est bien long, mais encore supportable. Mais qui nous donne l'assurance que cette guerre, qui ne cause que dommages et chagrins, sera terminée à ce moment-là? Et qui peut nous donner l'assurance qu'entre-temps, il ne nous sera rien arrivé, à nous et aux complices de notre clandestinité? Personne, bien sûr. Et c'est pourquoi nous vivons chaque jour dans une grande tension. Tension due à l'attente et à l'espoir, mais aussi à la peur. Lorsque l'on entend du bruit dans la maison ou dehors, quand il y a beaucoup de tirs, ou que le journal publie de nouvelles notifications, car il peut arriver chaque jour que plusieurs de nos complices soient obligés de se cacher eux-mêmes avec nous. Clandestinité est devenu un mot tout à fait courant. Combien de gens n'entrent-ils pas dans la clandestinité?
Il ne représente naturellement qu'un petit pourcentage. Et pourtant, plus tard, nous serons sûrement étonnés du nombre de personnes de bonne volonté aux Pays-Bas. Des Juifs et aussi des chrétiens en fuite, avec ou sans argent. Et c'est incroyable aussi, le nombre de gens dont on entend dire qu'ils ont une fausse carte d'identité. Madame Van Daan. Quand cette belle dame, comme elle seule aime à le croire, a appris qu'il était moins difficile qu'autrefois de se procurer une fausse carte d'identité, elle a proposé immédiatement d'en faire pour nous tous. Comme si c'était une broutille, et que l'argent pousse sur le dos de papa et de M. Van Daan. Quand Madame Van Daan sort les pires énormités, Pouty saute souvent au plafond. Mais ça se comprend parce qu'un jour Curly dit « Plus tard, je vais me faire baptiser. » Et le lendemain, c'est « J'ai toujours voulu aller à Jérusalem, car je ne me sens bien qu'en compagnie de Juifs. » Pim est un grand optimiste, mais il a toujours de bonnes raisons à donner. Monsieur Dussel, lui, invente tout à sa fantaisie, et quand quelqu'un veut contredire son Altesse, il se fait mal recevoir. Je crois que monsieur Albert Dussel a l'habitude de se faire écouter chez lui comme un oracle. Mais Anne Frank ne mange pas de ce pain-là. Les opinions des autres pensionnaires de l'annexe ne sont pas intéressantes. Seuls ces 4-là comptent en politique. À vrai dire, 2 seulement, mais Madame Van Daan et Dussel estiment qu'ils ont leur mot à dire. Mardi 18 mai 1943. Cher Kit, j'étais spectatrice d'un combat aérien acharné entre avions allemands et anglais. Malheureusement, quelques alliés ont dû sauter de leur appareil en feu. Notre laitier, qui habite Halfer, a vu 4 Canadiens assis au bord de la route, dont l'un parlait couramment hollandais. Il a demandé du feu au laitier pour sa cigarette et lui a raconté que l'équipage de leur appareil se composait de 6 personnes. Le pilote avait été brûlé vif et leur 5e camarade s'était caché quelque part. La police en vert est venue chercher ces 4 hommes en parfaite santé. Comment est-il possible de garder une telle présence d'esprit après un aussi formidable saut en parachute? Bien que la chaleur soit apparemment arrivée, nous sommes obligés d'allumer nos poêles 1 jour sur 2 pour brûler nos épluchures de légumes et nos détritus. Nous ne pouvons rien jeter dans les poubelles, parce qu'il nous faut toujours compter avec la présence du magasinier. Une petite imprudence a si vite fait de vous trahir. Tous les étudiants doivent signer une liste des autorités certifiant qu'ils sympathisent avec tous les Allemands et sont favorables à l'ordre nouveau. 80% d'entre eux ont refusé de renier leur conscience et leurs convictions, mais le résultat ne s'est pas fait attendre. Tous les étudiants qui n'ont pas signé doivent aller en camp de travail en Allemagne. Que restera-t-il de la jeunesse des Pays-Bas si tous doivent aller trimer en Allemagne? Cette nuit, les détonations étaient trop fortes et maman avait fermé la fenêtre. J'étais dans le lit de Pim. Tout d'un coup, au-dessus de nos têtes, madame bondit de son lit, comme si Mouchi l'avait mordue, et aussitôt après un grand coup sec. À en juger par le bruit, on aurait pu croire qu'une bombe incendiaire était tombée à côté de mon lit. J'ai hurlé « Lumière! Lumière !» Pim a allumé la lampe. J'étais sûre qu'en quelques minutes la pièce s'embraserait. Mais rien de tel ne s'est produit. Nous nous sommes jetés dans l'escalier pour aller voir ce qui se passait en haut. Monsieur et madame avaient vu par la fenêtre une lueur rose. Monsieur pensait qu'il y avait un incendie dans le voisinage, et madame croyait que notre maison avait pris feu. Au coup qui avait suivi, madame avait sauté sur ses jambes flageolantes. Pendant que Dussel restait en haut pour fumer une cigarette, nous sommes retournés nous coucher. Il s'était à peine écoulé un quart d'heure que les tirs recommençaient. Madame se leva à l'instant même et descendit dans la chambre de Dussel pour y trouver le calme qui lui était refusé auprès de son époux. Dussel l'accueillit en ces termes. « Venez dans mon lit, mon enfant. Ce qui nous a fait rire aux larmes. Nous avions oublié la canonnade. Notre peur était comme effacée. Bien à toi, Anne. » Dimanche 13 juin 1943. Chère Kitty, le poème d'anniversaire que m'a écrit papa est trop beau pour que je t'en prive. Comme Pim compose en vers allemand, Margot a dû s'atteler à la traduction.
Juge toi-même si Margot ne s'est pas acquittée à la perfection de la tâche qu'elle s'est imposée elle-même. Après l'habituel résumé des événements de l'année, le poème continue ainsi. Toi, notre Benjamine, qui pourtant n'est plus une enfant, tu n'as pas la vie facile. Chacun prétend te faire la leçon, souvent à ton grand dam. Tu peux en croire notre expérience. Nous savons tout, fais-nous confiance et connaissons les bonnes manières. Voilà ton lot depuis l'année dernière. De ses propres défauts, nul n'est jamais gêné. Ainsi à ton beau jeu de te morigéner. Les fautes d'autrui, elles, pèsent lourd, et nous, tes parents, ne pouvons pas toujours trancher les différends avec sérénité. Reprendre les aînés passe pour déplacer. Est-on parmi de vieux barbons qu'il faut gober tous leurs sermons comme on prend une amère potion? C'est pour garder la paix de la maison. Toi-même, tu ne l'aurais pas voulu, mais quand toujours on apprend et on lit, on aurait bien du mal à découvrir l'ennui. Mais voilà une autre question. Pire tourment. Que vais-je mettre? Mes vêtements sont trop petits, je n'ai plus de pantalon, mon chemisier grand, comme un apron, et mes chaussures, comme elles me blessent, tout me torture, quelle tristesse! Oui, avec 10 centimètres en plus, rien ne vous va, bien entendu. Quant au passage sur les repas, Margot n'a pas pu le faire rimer et je le laisse entièrement de côté. Alors, il n'est pas beau mon poème? En outre, j'ai été très gâtée, on m'a donné de très jolies choses. Entre autres, un gros livre qui traite de mon sujet préféré, la mythologie de Hellas et de Rome. Je n'ai pas à me plaindre non plus de manquer de bonbons, tous sont puisés dans leur dernière réserve. En tant que Benjamine de la maisonnée clandestine, j'ai été vraiment beaucoup plus fêtée qu'il ne me revenait normalement. Bien à toi, Anne. Mardi 15 juin 1943. Chère Kitty, il s'est passé une foule de choses, mais je pense le plus souvent que mon bavardage oiseux t'ennuie beaucoup et que tu es bien contente de ne pas recevoir trop de lettres. Je vais donc te rapporter les nouvelles, en les résumant. Monsieur Voskuhl n'a pas été opéré de l'estomac. Quand il a été sur la table d'opération et qu'on lui a ouvert l'estomac, les médecins se sont aperçus qu'il avait un cancer incurable, déjà trop avancé pour qu'on puisse l'opérer. Ils se sont contentés de lui refermer l'estomac, de le garder 3 semaines au lit et de lui donner une bonne nourriture avant de le renvoyer chez lui. Mais ils ont commis une sottise impardonnable, à savoir de dire exactement à ce pauvre homme ce qu'il attend. Il n'est plus en état de travailler, reste chez lui au milieu de ses 8 enfants et rumine sa fin prochaine. Il me fait énormément pitié et je suis très triste que nous ne puissions pas nous montrer dans la rue, sinon j'irai certainement très souvent lui rendre visite pour lui changer les idées. Pour nous, c'est une catastrophe que ce bon Voskuhl ne soit plus là pour nous tenir au courant de ce qui se passe dans l'entrepôt et des bruits qu'on y entend. Il était notre meilleure aide et notre meilleur soutien en matière de prudence. Il nous manque beaucoup. Le mois prochain, nous serons touchés à notre tour par la remise des postes de radio. Kleiman a chez lui clandestinement un poste Baby, dont nous hériterons en remplacement de notre gros Philips. C'est bien dommage de devoir livrer ce beau meuble, mais dans une maison où des gens se cachent, mieux vaut ne pas provoquer les autorités. Nous mettrons la petite radio en haut, naturellement. Là où il y a des juifs clandestins et de l'argent clandestin, une radio clandestine est tout indiqué. Tout le monde essaie de récupérer un vieux poste à donner à la place de sa source de réconfort. C'est tout à fait vrai. Chaque fois que les nouvelles du dehors s'aggravent, la radio nous aide en nous répétant de sa voix miraculeuse que nous ne devons pas nous laisser abattre. Tête haute, courage, d'autres temps viendront. Bien à toi, Anne. Dimanche 11 juillet 1943. Chère Kitty, pour revenir une fois de plus sur le thème de l'éducation, je te dirais que je me donne beaucoup de mal pour être serviable, aimable et gentille,
et faire en sorte que la pluie de réprimande se transforme en un petit crachin. C'est fichtrement dur d'avoir une conduite exemplaire avec des gens qu'on ne peut pas voir en peinture, et quand le cœur n'y est pas. Mais je m'aperçois vraiment que je m'en tire mieux avec un peu d'hypocrisie au lieu de m'en tenir à ma vieille habitude qui était de dire carrément mon opinion à chacun, bien que personne ne me demande jamais mon avis ou n'y attache de l'importance. Et bien entendu, il m'arrive très souvent de sortir de mon rôle et de ne pas pouvoir contenir ma fureur devant certaines injustices, si bien que 4 semaines durant on clabaude sur la fille la plus insolente du monde. Tu ne me trouves pas à plaindre par moments? Heureusement que je ne suis pas du genre ronchonneur. Je finirais par maigrir et ne plus pouvoir conserver ma bonne humeur. Le plus souvent, je considère ces sermons sous l'angle humoristique, mais j'y réussis mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui en prend pour son grade, et non pas moi qui en fais les frais. D'autre part, j'ai décidé, après mûre réflexion, de laisser un peu tomber la sténo. D'abord pour pouvoir consacrer encore plus de temps à mes autres matières, et en second lieu à cause de mes yeux, car c'est une vraie catastrophe. Je suis devenue très myope et devrais avoir des lunettes depuis longtemps. Ouh, de quelle chouette j'aurais l'air. Mais bon, avec les clandestins, tu sais. Hier, toute la maisonnée n'avait qu'un sujet de conversation, les yeux d'Anne, parce que maman avait suggéré d'envoyer Madame Kleiman avec moi chez l'oculiste. Cette proposition m'a fait chanceler un instant sur mes jambes, car ce n'est pas une mince affaire. Dans la rue, rends-toi compte, dans la rue, c'est inimaginable. Au début, c'était la panique, puis je me suis sentie toute joyeuse. Mais les choses n'étaient pas si simples, car les diverses autorités qui ont à décider d'une telle initiative n'arrivaient pas à se mettre d'accord si rapidement. Il fallait d'abord peser toutes les difficultés et tous les risques, même si Miep voulait se mettre en route avec moi sans plus tarder. Je sortais déjà mon manteau gris de la penderie, mais il était si serré qu'il avait l'air d'appartenir à ma petite sœur. L'ourlet était décousu et le manteau ne boutonne plus. Je suis vraiment curieuse de voir la suite des événements, mais je pense que le projet sera abandonné, car entre-temps, les Anglais ont débarqué en Sicile, et papa s'attend de nouveau à un dénouement rapide. Bep nous donne beaucoup de tâches de bureau à faire, à Margot et à moi. Nous nous sentons toutes les deux importantes, et cela l'aide beaucoup. Classer de la correspondance et remplir le livre des ventes est à la portée de tous, mais nous le faisons avec une exactitude scrupuleuse. Miep est toujours chargée comme un baudet. Elle ne fait que traîner des paquets. Presque tous les jours, elle réussit à dénicher quelque part des légumes qu'elle apporte sur son vélo dans de grands cabas. C'est elle encore qui, chaque samedi, nous apporte 5 livres de bibliothèque. Nous attendons toujours le samedi, le jour des livres, avec impatience, comme des petits enfants qui vont avoir un cadeau. Les autres gens ne savent pas tout ce que les livres représentent quand on est enfermé. La lecture, l'étude et la radio. Voilà nos seules distractions. Bien à toi, Anne. Mardi 13 juillet 1943. La meilleure table. Hier après-midi, j'avais demandé à Dussel, avec la permission de papa, s'il voulait bien avoir l'obligeance d'accepter, poli, non, que je puisse faire usage de notre petite table 2 après-midi par semaine, de 4h à 5h30. De 2h30 à 4h, j'y suis tous les jours, pendant que Dussel fait la sieste, et le reste du temps, chambre et table sont son domaine réservé. À côté, dans notre pièce commune, il y a beaucoup trop de monde l'après-midi. On ne peut pas y travailler. Et d'ailleurs, à ce moment-là, papa aime bien aussi se tenir à son bureau. J'avais donc de bonnes raisons, et ma question était de pure politesse. Mais que crois-tu que le savant docteur Dussel a répondu? Non. Un non, sec et catégorique. J'étais indignée, et je ne me suis pas laissé démonter, et je lui ai donc demandé les raisons de ce non. Mais bien mal m'en a pris. Voilà la salve que j'ai déclenchée. Moi aussi, je dois travailler. Si je ne peux pas le faire l'après-midi, il ne me reste absolument plus de temps. J'ai mon travail à terminer, sinon je l'aurais commencé pour rien.
Ton travail à toi n'a rien de sérieux. À quoi ça ressemble? Cette mythologie, tricoter ou lire non plus, ce n'est pas travailler. Je suis à cette table, j'y resterai. » Je lui ai répondu: « Monsieur Dussel, mon travail est parfaitement sérieux. À côté, je ne peux pas travailler l'après-midi et je vous demande respectueusement de reconsidérer ma demande. » Sur ces mots, Anne, offensée, a tourné les talons et fait comme si le savant docteur n'était que du vent. Je bouillais de fureur, trouvais Dussel terriblement impoli, ce qu'il était, et me trouvais moi-même très aimable. Le soir, quand j'ai pu prendre papa à part, je lui ai dit comment l'affaire avait tourné et j'ai discuté avec lui de ce qui me restait à faire, car je ne voulais pas renoncer, mais préférais m'en tirer toute seule. Pim me donna plus ou moins la marche à suivre, mais insista pour que j'attende le lendemain, car j'étais trop excitée. Je n'ai pas suivi ce conseil, et le soir, après la vaisselle, j'ai attendu Dussel. Papa était assis à côté de nous dans la pièce, ce qui me donnait un grand calme. Je commençai. « Monsieur Dussel, je crois que vous pensez qu'il ne vaut pas la peine de reconsidérer l'affaire avec moi, mais je vous demande de le faire tout de même. » Avec son plus charmant sourire, Dussel remarqua: « Je suis toujours et à tout moment disposé à reparler de cette affaire, déjà réglée toutefois entre-temps. » Je poursuivis alors la conversation, interrompue sans cesse par Dussel. « À votre arrivée ici, il était convenu que cette chambre nous servirait à tous les deux. Donc, si le partage était équitable, vous devriez avoir le matin et moi tout l'après-midi. Mais je ne le demande même pas, et 2 après-midi par semaine, ce n'est que justice, il me semble. » Là, Dussel a bondi, comme piqué par une aiguille. « La justice, ce n'est pas à toi d'en parler. Et puis moi, qu'est-ce que je deviens? Je vais demander à M. Van Damme s'il veut bien me construire un petit cagibi au grenier où je pourrais me tenir. Je n'ai pas de place pour travailler tranquille avec toi, on passe son temps à se quereller. Si ta sœur Margot, qui a de meilleures raisons à faire valoir, m'adressait la même requête, je ne songerais pas à refuser, mais toi... » Et de nouveau, il a été question de mythologie et de tricot, et de nouveau Anne s'est sentie offensée. Cependant, je n'en fis rien paraître, et laissai Dussel vider son sac. « Enfin, avec toi, il n'y a pas moyen de s'entendre. Tu es une égoïste éhontée, une seule chose t'intéresse. Obtenir ce que tu veux, et tous les autres doivent s'effacer. Jamais je n'ai vu une enfant pareille. Mais en fin de compte, je vais tout de même être obligée de te donner satisfaction. Sinon plus tard, je m'entendrai dire « Anne Frank a raté son examen parce que M. Dussel ne voulait pas lui céder la table. » Et il continuait, et il en rajoutait. À la fin, c'était devenu un tel flot que je ne pouvais presque plus le suivre. Un moment, je pensais « Je m'en vais lui donner un de ces coups sur la tronche, il ira valser contre le mur avec tous ses mensonges. » Et l'instant d'après, je me disais « Reste calme, ce type ne mérite pas que tu te mettes dans cet état. » Enfin, M. Dussel n'a plus de bile à cracher, et le visage partagé entre une expression de courroux et de triomphe, il est sorti de la pièce, son manteau bourré de victuailles. J'ai couru trouver papa et lui ai fait le récit complet de la conversation, pour autant qu'il ne l'avait pas suivi. Pim a décidé alors de parler à Dussel le soir même. Ainsi fut fait, et leur discussion dura plus d'1 demi-heure. Ils se sont d'abord demandé si Anne avait vraiment besoin de la table, oui ou non. Papa a rappelé qu'ils avaient déjà abordé le sujet, mais qu'il avait fait alors mine de se ranger à l'avis de Dussel pour ne pas donner tort au plus vieux des deux face à la plus jeune. Pourtant, même alors, papa trouvait que ce n'était pas juste. Dussel estimait que je n'avais pas à le présenter comme un intrus qui confisquait toutes les affaires. Mais papa le contredit catégoriquement sur ce point, car il m'avait entendu lui-même et savait que je n'avais pas dit un mot en ce sens. Et l'échange se poursuivait, papa prenant ma défense sur le chapitre de l'égoïsme et de ma façon de travailloter, Dussel continuant à bougonner. Finalement, Dussel a tout de même dû céder, et j'ai eu droit à 2 après-midi par semaine pour travailler sans être dérangé. Dussel avait l'air tout dépité. Il est resté 2 jours sans me parler et a fait valoir qu'il avait besoin de la table de 5 heures à 5h30, naturellement. Un homme de 54 ans qui a encore des habitudes aussi pédantes et mesquines, c'est la nature qui l'a fait ainsi et il ne se corrigera jamais. Vendredi 16 juillet 1943. Chère Kitty, nouveau cambriolage, mais pour de bon cette fois.
Ce matin à 7 heures, Peter est descendu comme d'habitude à l'entrepôt et a vu tout de suite que la porte de l'entrepôt comme celle de la rue était ouverte. Il a immédiatement prévenu Pim, qui dans le bureau privé a réglé la radio sur l'Allemagne et a fermé la porte à clé. Ils sont alors remontés ensemble. Les consignes ordinaires en pareil cas: ne pas se laver, rester immobile, être fin prêt et habillé à 8 heures et ne pas aller aux toilettes, ont comme d'habitude été suivis à la lettre. Tous les 8, nous étions heureux d'avoir si bien dormi cette nuit-là et de n'avoir rien entendu. Mais nous étions un peu indignés que, de toute la matinée, personne ne se soit montré à notre étage et que M. Kleiman nous ait tenus en haleine jusqu'à 11h30. Il nous a raconté que les cambrioleurs avaient enfoncé la porte extérieure avec une pince Monseigneur et forcé la serrure de celle de l'entrepôt. Dans celui-ci, cependant, il n'y avait pas grand-chose à voler, et c'est pourquoi les malfaiteurs ont tenté leur chance un étage plus haut. Ils ont pris 2 petites caisses contenant 40 florins, des carnets de chèques postaux et bancaires en blanc, et, le plus grave, toute notre allocation de sucre d'une valeur de 150 florins. M. Kugler pense que ce cambrioleur appartenait à la même confrérie que celui qui était venu il y a 6 semaines, et qui avait essayé d'ouvrir les 3 portes, celle de l'entrepôt et les 2 portes d'entrée, mais sans y parvenir. L'affaire a de nouveau provoqué quelques remous dans notre bâtiment, mais l'annexe ne semble plus pouvoir vivre autrement. Bien sûr, nous étions contents que les machines à écrire et la caisse aient été bien cachées dans notre penderie. Bien à toi, Anne. PS. Débarquement en Sicile. Encore un pas qui nous rapproche de... Lundi 19 juillet 1943. Chère Kitty, dimanche, le quartier nord a subi un bombardement très dur. Les destructions doivent être effroyables. Des rues entières sont en ruine. Il faudra encore beaucoup de temps pour dégager les gens ensevelis. Jusqu'à présent, il y a 200 morts et des blessés sans nombre. Les hôpitaux sont pleins à craquer. On entend parler d'enfants qui cherchent le corps de leurs parents dans les ruines fumantes. J'en ai des frissons quand je repense à ce grondement étouffé et trépidant dans le lointain que nous ressentions comme un signe annonciateur de l'anéantissement. Vendredi 23 juillet 1943. En ce moment, Bep peut se procurer à nouveau des cahiers, surtout des journaux et des grands livres, tout à fait appropriés pour ma comptable de sœur. On vend aussi d'autres cahiers, mais ne me demande pas quel genre ni pour combien de temps. En ce moment, les cahiers portent la mention « disponible sans ticket ». Comme tout ce qui est encore sans ticket, ça ne vaut pas un clou. Ces cahiers se composent de 12 feuilles de papier grisâtre aux lignes serrées et imprimées de travers. Margot se demande si, à la même adresse où nous avions eu nos leçons de sténo, elle ne pourrait pas suivre un cours de calligraphie. Je lui ai fortement conseillé. Maman ne veut absolument pas que je le fasse aussi, à cause de mes yeux, mais ce sont des bêtises, je trouve. Que je fasse ça ou autre chose, cela revient au même. Comme tu n'as pas encore connu de guerre, Kitty, et que malgré toutes mes lettres, tu n'as qu'une vague idée de la clandestinité, je vais te dire pour t'amuser quel est le premier souhait de chacun d'entre nous le jour où nous sortirons d'ici. Margot et M. Van Damme voudraient se plonger jusqu'aux cheveux dans un bain bien chaud et y rester plus d'une demi-heure. Madame Van Damme préférerait aller aussitôt manger des gâteaux. Dussel ne connaît que sa Charlotte. Maman, sa tasse de café. Papa ira chez les Voskuhl. Peter en ville et au cinéma. Et moi, de bonne heure, je ne saurais pas par quoi commencer. Ce qui me manque le plus, c'est une maison à moi, de la liberté de mouvement, et enfin d'être aidée de nouveau dans mon travail, donc retour à l'école. Pep nous a proposé des fruits. Oh, c'est donné. Raisin, 5 florins le kilo. Groseille à maquereau, 0,70 florins la livre. Pêche, 0,50 florins la pièce. Melon, 1,50 florins le kilo. Et dire que tous les soirs, ils mettent dans le journal en lettres géantes « Gonfler les prix, c'est de l'escroquerie ». Lundi 26 juillet 1943. Chère Kitty,
Hier, nous avons eu une journée très agitée et nous en sommes encore tout excités. Tu pourrais d'ailleurs nous demander quel jour se passe ici sans excitation. Le matin au petit déjeuner, nous avons eu pour la première fois une préalerte. Mais nous nous en moquons, car cela signifie qu'il y a des avions au-dessus de la côte. Après le petit déjeuner, je suis allée m'étendre 1 heure, car j'avais une forte migraine, puis je suis descendue au bureau. Il était à peu près 2 heures. À 2h30, Margot avait fini son travail de bureau. Elle n'avait pas encore pris ses affaires que les sirènes se mettaient à mugir, donc me voilà qui remonte avec elle. Il était temps. Nous n'étions pas en haut depuis 5 minutes que des tirs violents ont commencé, si bien que nous nous sommes postés dans le couloir. Et ma foi, oui, voilà la maison qui tremble et les bombes qui tombent. Je serrais contre moi mon sac de fuite, plus pour avoir quelque chose à tenir que pour fuir, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas sortir, ou alors, dans le pire des cas, la rue représente un aussi grand danger pour notre vie qu'un bombardement. Au bout d'une demi-heure, le bruit des avions a diminué, mais l'activité dans la maison a augmenté. Peter est descendu de son poste d'observation du grenier de devant. Dussel était dans le bureau sur la rue. Madame se sentait plus en sécurité dans le bureau privé. Monsieur Van Damme avait suivi les opérations du haut des combles, et nous, sur le palier, nous nous sommes dispersés à notre tour pour voir monter les colonnes de fumée au-dessus de l'Aïssel. Bientôt une odeur d'incendie se répandit partout, et l'on aurait dit qu'un épais brouillard stagnait dehors. Un grand incendie n'est certainement pas un beau spectacle, mais pour nous l'affaire était passée, et nous nous sommes remis à nos occupations respectives. Le soir au dîner, alerte aérienne. Nous avions de bonnes choses à manger, mais le bruit de la sirène a suffi à me couper l'appétit. Mais il ne s'est rien passé, et 3/4 d'heure après, l'alerte était finie. La vaisselle était rangée. Alerte, tire, une masse d'avions. Oh Seigneur, 2 fois le même jour, c'est vraiment beaucoup. Pensions-nous les uns et les autres, mais rien à faire. C'était une nouvelle pluie de bombes, cette fois de l'autre côté, à Schiphol, d'après les Anglais. Les avions piquaient, montaient, l'air sifflait, et c'était très très effrayant. À chaque instant, je pensais « Il va tomber, on va y passer ». Je t'assure qu'en me couchant à 9h, j'avais du mal à tenir sur mes jambes. À minuit pile, je me réveille. Des avions. Dussel était en train de se déshabiller, cela ne m'a pas arrêté. Au premier tir, j'ai bondi hors de mon lit, réveillé comme une puce. Jusqu'à 1h à côté, à 1h30 au lit, à 2h, retour près de papa, et il en passait encore et encore au-dessus de nous. Les tirs ont cessé et j'ai pu rentrer chez moi. Je me suis endormie à 2h30. 7h. Je me dresse brusquement dans mon lit. Van Damme était avec papa. Ma première pensée a été des cambrioleurs. J'ai entendu Van Damme dire « tout » et j'ai pensé qu'ils avaient tout volé. Mais non. Cette fois, c'était une merveilleuse nouvelle. La meilleure que nous ayons entendue depuis des mois. Peut-être depuis le début de la guerre. Mussolini s'est retiré et l'empereur roi d'Italie a pris la tête du gouvernement. Nous étions fous de joie après toutes les horreurs d'hier. Enfin, un peu de bonheur et d'espoir. Espoir de voir finir la guerre. Espoir de paix. Kugler est passé nous voir et nous a dit que Fokker avait été durement touché. Entre-temps, nous avions eu ce matin une nouvelle alerte avec un passage d'avion et ensuite une préalerte. Je suis submergée d'alertes. Je manque de sommeil et je n'ai pas envie de travailler, mais pour l'instant, l'attente de nouvelles d'Italie nous tient éveillés et l'espoir pour la fin de l'année. Bien à toi, Anne. Jeudi 29 juillet 1943. Chère Kitty, Madame Van Damme, Dussel et moi étions en train de faire la vaisselle, et une chose rarissime qui n'allait pas manquer de les frapper, c'est que j'étais particulièrement silencieuse. Pour prévenir les questions, j'ai donc cherché à la hâte un sujet de conversation plutôt neutre, et j'ai pensé que le livre Henri van der Overkant répondrait à cette exigence. Mais je m'étais méprise. Quand je n'ai pas Madame sur le dos, c'est Monsieur Dussel. Voici l'affaire. Monsieur Dussel nous avait chaudement recommandé ce livre, comme un excellent titre. Seulement, Margot et moi l'avons trouvé tout le contraire d'excellent.
Le personnage du petit garçon était plein de vérité, mais le reste, je préfère ne rien en dire. C'est à peu près la remarque que je fis pendant la vaisselle. Et cela m'a valu un torrent de reproches. Que peux-tu comprendre, toi, au psychisme d'un homme adulte? Un enfant, ce n'est pas si difficile. Tu es beaucoup trop jeune pour ce genre de livre, un homme de 20 ans ne le comprendrait même pas. Pourquoi donc a-t-il tant recommandé ce livre à Margot et à moi, justement? Maintenant Dussel et Madame poursuivaient à l'unisson. Tu es au courant de beaucoup trop de choses qui ne sont pas de ton âge. Tu as une éducation totalement inadaptée. Plus tard, quand tu seras plus âgé, tu n'auras plus aucun plaisir. Tu diras « Tout ça, je l'ai déjà vu dans les livres il y a 20 ans. » Il faut te dépêcher si tu veux trouver un mari ou tomber amoureuse. Sinon, tout va sûrement te décevoir. En théorie, tu connais déjà tout, mais ce qui te manque, c'est la pratique. Qui ne s'imagine ma situation? J'étais tout étonnée moi-même de pouvoir répondre avec calme. Vous pensez peut-être que je suis mal élevée, mais tout le monde n'est pas du même avis, loin de là. C'est sûrement une marque de bonne éducation de me monter toujours contre mes parents, parce que c'est souvent ce qu'ils font, et ne rien dire de ces choses à une fille de mon âge, c'est sans doute excellent. Les résultats d'une telle éducation, on ne les connaît que trop. Sur le moment, j'aurais pu gifler ces deux-là, en train de se moquer de moi. J'étais hors de moi, et je pourrais vraiment compter les jours, si je savais où m'arrêter, qui me séparent du moment où je serais délivrée de ces gens-là. Cette Madame Van Damme, c'est un drôle de numéro. Il faut prendre exemple sur elle. Prendre des exemples, mais seulement les mauvais. Madame Van Damme est connue pour être indiscrète, égoïste, retorse, calculatrice et jamais satisfaite. Ajoutons-y vanité et coquetterie. Elle est sans conteste une petite personne absolument désagréable. Avec Madame Van Damme, je pourrais remplir des volumes entiers. Et qui sait, je le ferai peut-être un jour. Un petit vernis extérieur, c'est à la portée de tout le monde. Madame est aimable avec les inconnus, et surtout avec les hommes, et c'est pourquoi on se trompe à son sujet quand on ne la connaît pas encore bien. Maman la trouve trop bête pour perdre 1 minute à parler d'elle. Margot la trouve trop insignifiante. Pim, trop laide, au propre et au figuré. Et après un long parcours, car je n'ai jamais de jugement préconçu, je suis arrivée à la conclusion qu'elle mérite les 3 qualificatifs et beaucoup, beaucoup plus encore. Elle a tant de défauts. Pourquoi en citerais-je un en particulier? Bien à toi, Anne. P.S. Le lecteur voudra bien tenir compte du fait que, lorsque cette histoire a été écrite, la colère de l'auteur n'était pas encore retombée. Mardi 3 août 1943. Chère Kitty, en politique, tout va pour le mieux. En Italie, le parti fasciste est interdit. Un peu partout, le peuple se bat contre les fascistes. Quelques militaires prennent part au combat. Comment ce pays peut-il continuer à faire la guerre à l'Angleterre? Notre belle radio a été emportée la semaine dernière. Dussel était très fâché que Kugler la remette à la date prévue. Dussel baisse de plus en plus dans mon estime. Il est déjà à peu près tombé en dessous de 0. Tout ce qu'il dit sur la politique, l'histoire, la géographie et d'autres sujets est tellement ridicule que j'ose à peine le répéter. Hitler disparaîtra dans l'histoire. Le port de Rotterdam est plus grand que celui de Hambourg. Les Anglais sont des imbéciles de ne pas ensevelir en ce moment l'Italie sous les bombes, etc. Nous avons eu un 3e bombardement. J'ai serré les dents et je me suis exercée au courage. Madame Van Damme, qui a toujours dit « qu'elle vienne, mieux vaut une fin effrayante que pas de fin du tout », est maintenant la plus peureuse de nous tous. Ce matin, elle tremblait comme un roseau et a même éclaté en sanglots. Son mari, avec qui elle vient de faire la paix, après une semaine de dispute, l'a consolée. Le spectacle suffisait presque à me rendre sentimentale. Avoir des chats ne présente pas que des avantages, et Mouchi vient de le prouver sans équivoque. Toute la maison est infestée de puces, le fléau s'étend de jour en jour. M. Kleiman a semé de la poudre jaune dans les moindres recoins, mais les puces s'en moquent. Cela nous rend tous nerveux. On a sans arrêt l'impression que quelque chose vous gratouille le bras, la jambe ou d'autres parties du corps. Aussi beaucoup de membres de la maisonnée font des exercices de gymnastique pour se regarder derrière le cou ou la jambe tout en restant debout. Nous voyons maintenant les conséquences du manque d'exercice. Nous sommes beaucoup trop raides pour bien tourner le cou.
Il y a longtemps que la vraie gymnastique a disparu de nos occupations. Bien à toi, Anne. Mercredi 4 août 1943. Chère Kitty, depuis plus d'1 an que nous sommes des annexiens, tu connais assez bien notre vie, mais je ne peux pas te renseigner sur tout. La différence avec ce qui se passe à des époques normales et chez des gens normaux est tellement grande. Cependant, pour te permettre de jeter un regard plus précis sur notre vie, je vais désormais te décrire de temps en temps une portion d'une journée ordinaire. Aujourd'hui, je commence par la soirée et la nuit. À 9 heures du soir, commence à l'annexe l'agitation du coucher, et c'est vraiment toujours une agitation sans nom. On déplace les chaises, on retourne la literie, on plie des couvertures, rien ne reste à sa place de la journée. Je dors sur le petit divan qui a moins de 1,50 m de long. Ici, des chaises doivent donc servir de rallonge. Un édredon, des draps, des oreillers, des couvertures, tous tirés du lit de Dussel où il réside dans la journée. À côté, on entend d'horribles craquements, le lit en accordéon de Margot, autre couverture de divan et oreiller, le tout pour rendre un peu plus confortables les lattes de bois. En haut, on croirait entendre le tonnerre. Ce n'est que le lit de madame. Il faut savoir qu'on le pousse vers la fenêtre pour permettre à son Altesse, à la liseuse rose, de recevoir d'agréables picotements dans ses petites narines. 9 heures. Après Peter, j'entre dans la salle de bain, où a lieu une toilette approfondie, et il n'est pas rare, seulement pendant les mois, les semaines ou les jours de grande chaleur, qu'une petite puce soit entraînée dans l'eau du lavage. Ensuite, se laver les dents, se boucler les cheveux, se faire les ongles, manier de petits cotons imbibés d'eau oxygénée, sert à décolorer les poils noirs de moustache, le tout en une petite demi-heure. 9h30. Peignoir de bain passé à la va-vite, savon dans une main, peau, épingle à cheveux, culotte, bigoudi et coton dans l'autre, je sors en coup de vent de la salle de bain, avant d'être rappelé, le plus souvent à cause des cheveux, dont les courbes gracieuses mais pas très appétissantes pour mon successeur, départ le lavabo. 10 heures. Fenêtre calfeutrée, bonne nuit. Dans la maison, un bon quart d'heure durant, craquement de lit et soupir de ressort fatigué, puis le silence se fait, si du moins les voisins du dessus ne se disputent pas sur l'oreiller. 11h30. La porte de la salle de bain grince, un mince ray de lumière tombe dans la chambre, chaussures qui craquent, un grand manteau, encore plus grand que l'homme qui le porte. Dussel revient de son travail nocturne dans le bureau de Kugler. 10 minutes de traînement de pieds sur le sol, de froissement de papier, ce sont les victuailles à cacher dans le placard, et un lit qu'on fait. Puis la silhouette disparaît de nouveau, et l'on n'entend plus de temps en temps qu'un petit bruit suspect monter des WC. Environ 3 heures. Je suis obligé de me lever pour une petite commission dans la boîte en fer placée sous mon lit, sous laquelle, par précaution, on a mis un petit tapis de caoutchouc en prévision d'éventuelles fuites. Dans ces cas-là, je retiens toujours mon souffle, car le jet retentit dans la boîte comme une cascade de montagne. Puis la boîte revient à sa place et une silhouette en chemise de nuit blanche, qui chaque soir arrache à Margot ce cri « Oh, cette chemise de nuit, quelle indécence !» se recouche. Un petit quart d'heure, une certaine personne continue à écouter les bruits de la nuit. Tout d'abord, s'il n'y a pas un voleur en bas, puis les bruits venus de divers lits, en haut, à côté et dans la chambre. Bruits d'où l'on peut généralement déduire si les différents occupants de la maison dorment ou passent la nuit dans un demi-sommeil. Ce dernier cas n'a rien de réjouissant, surtout lorsqu'il concerne un membre de la maisonnée répondant au nom de Docteur Dussel. D'abord, j'entends un petit bruit, comparable à celui d'un poisson happant l'air, et qui se répète une dizaine de fois. Puis on s'humecte les lèvres avec application, en alternant avec de petits clappements de langue, suivis de rotations prolongées dans le lit, d'un côté et d'autre, et de déplacements d'oreillers. 5 minutes de calme complet, puis cette succession d'événements se répète au moins 3 fois, après quoi le docteur a probablement réussi à s'assoupir pour un moment. Il peut arriver aussi que, la nuit, à des moments variables, entre 1 et 4 heures du matin, il y ait des tirs. Je ne m'en rends jamais complètement compte avant de m'être levé machinalement. Parfois, je suis tellement plongée dans mes rêves
que je pense aux verbes irréguliers français ou à une des querelles d'en haut. C'est seulement quand tout est fini que je m'aperçois qu'on a tiré et que je suis restée tranquillement dans ma chambre. Mais le plus souvent, les choses se passent comme je l'ai dit plus haut. Vite, un oreiller et un mouchoir à la main, on enfile peignoir et pantoufles et au petit trot jusqu'à papa, exactement comme Margot l'a écrit dans mon poème d'anniversaire. La nuit, à la première détonation, une porte grince et qui fait irruption, un mouchoir, un oreiller et une petite fille. Une fois parvenu près du grand lit, le plus gros de ma frayeur est passé, sauf si ça tire très fort. 7h moins le quart. Trrrr. Le petit réveil matin qui peut élever la voix à toute heure du jour, quand on le demande, et parfois même sans cela. Crac, pang. Madame l'a arrêté. Knac. Monsieur s'est levé. On fait bouillir de l'eau, et vite à la salle de bain. 7h15, la porte grince une nouvelle fois. Dussel peut aller à la salle de bain. Une fois seul, on fait entrer la lumière et le nouveau jour a commencé à l'annexe. Bien à toi, Anne. Jeudi 5 août 1943. Chère Kitty, aujourd'hui nous passons à la pause des bureaux. Il est 12h30. Toute la bande respire. Au moins, Van Maren, l'homme au passé obscur, et de Koch sont rentrés chez eux. En haut, on entend les coups étouffés de l'aspirateur qui passe sur le beau et d'ailleurs unique tapis de madame. Margot prend quelques livres sous le bras et va donner son enseignement pour enfants qui ont du mal à suivre, car c'est à cela que Dussel fait penser. Pim s'installe dans un coin avec son inséparable Dickens pour trouver un peu de calme quelque part. Maman se hâte de monter un étage plus haut, aider l'industrieuse maîtresse de maison, et moi je vais à la salle de bain pour lui redonner un peu d'allure, ainsi qu'à moi-même. 1h moins le quart. L'annexe se remplit peu à peu. D'abord M. Gis, puis Kleiman ou Kugler, Bep et parfois, en coup de vent, Miep. 1h. Tout le monde écoute religieusement la BBC. Ils sont tous rassemblés autour de la radio Baby, et ce sont les seules minutes où les membres de l'annexe ne se coupent pas la parole, car celui qui parle, même M. Van Damme, ne peut le contredire. 1h15, grande distribution. Chacun de ceux d'en bas a droit à une tasse de soupe et une part de dessert, si jamais il y en a. M. Gis s'installe avec satisfaction sur le divan ou s'adosse au bureau. Le journal, sa tasse et le plus souvent le chat à côté de lui. En l'absence de l'un de ces trois accessoires, il ne manquera pas de protester. Kleiman raconte les dernières nouvelles de la ville. Dans ce domaine, il est en effet une excellente source de renseignements. Kugler monte l'escalier en trombe, un coup bref et énergique à la porte, et il entre en se frottant les mains, bien luné expansif ou morose et silencieux, selon l'atmosphère du jour. 2h moins le quart, les mangeurs se lèvent et chacun retourne à ses occupations. Margot et maman à la vaisselle, monsieur et madame sur le divan, Peter au grenier, papa sur le divan, Dussel sur le sien et Anne au travail. Commence maintenant l'heure la plus calme de la journée. Quand tous dorment, personne n'est dérangé. Dussel rêve de bonnes choses à manger. C'est ce que trahit son visage. Et je ne le regarde pas longtemps, car le temps passe vite et à 4h, le P. Samedi 7 août 1943. Chère Kitty, il y a quelques semaines, j'ai commencé à écrire une histoire totalement inventée, et j'y ai pris un tel plaisir que les fruits de ma plume sont en train de s'accumuler. Lundi 9 août 1943. Chère Kitty, cette fois, suite de l'emploi du temps de l'annexe. Après la pause des gens du bureau, voici le déjeuner. Monsieur Van Damme, c'est lui qui ouvre la marche. On le sert le premier, il prend de tout en abondance quand le menu lui plaît. Participe généralement à la conversation, proclame toujours son opinion, et cela fait, il n'y a plus rien à y redire, car si quelqu'un s'y risque, il faut l'entendre. Oh, il peut grogner comme un chat en colère. J'aime mieux ne pas m'y frotter. Quand on l'a subi une fois, on ne recommence pas.
il a l'opinion la plus juste, il est le mieux renseigné sur tout. Bon, c'est vrai, il n'est pas bête, mais l'autosatisfaction a atteint chez ce monsieur un haut degré. Madame. Au fond, je ferais mieux de ne rien dire. Certains jours, surtout quand un éclat s'annonce, mieux vaut ne pas la regarder en face. Tout bien considéré, c'est elle la responsable de toutes les discussions. Pas le sujet. Oh non, chacun s'en garde bien, mais on pourrait peut-être l'appeler la provocatrice. Provoquer, ça c'est amusant. Exciter les autres contre Madame Franck et Anne, contre Margot et Monsieur, c'est moins facile. Mais passons à table. Madame ne manque de rien, quoi qu'elle en pense parfois. Les pommes de terre les plus fines, le meilleur morceau, les parties les plus tendres, choisir, telle est la devise de Madame. Les autres auront leur tour, pourvu que j'ai d'abord pris le meilleur. Exactement ce qu'elle pense d'Anne Frank. Sa seconde devise, c'est parler. Il suffit que quelqu'un écoute, que cela l'intéresse ou non, peu importe. Apparemment, elle pense sans doute « Ce qu'est Madame Van Damme intéresse tout le monde. » Sourire coquet, faire semblant de connaître un peu de tout, donner à chacun des conseils maternels, voilà qui ne peut que faire bonne impression. Mais à y regarder à deux fois, ce qu'il y a de bon s'évapore bien vite. 1. Active, 2. Enjouée, 3. Coquette et parfois un gentil minois. Voilà Petronella Van Damme. Le troisième convive, on ne l'entend guère. Le jeune monsieur Van Damme est généralement silencieux et ne se fait pas remarquer. Et quant à l'appétit, un vrai tonneau des Danaïdes. Il n'est jamais plein et devant le repas le plus consistant, il affirme avec un calme olympien qu'il pourrait encore en absorber le double. Numéro 4, Margot. Un appétit de souris, ne parle pas du tout, les seules choses qu'elle absorbe, légumes verts et fruits. Trop gâtée, estime Van Damme. Trop peu de grand air et de sport, pensons-nous. À côté, maman. Solide appétit, causeuse animée. Personne, à la voir, ne pense, comme pour Madame Van Damme, c'est la maîtresse de maison. Où en est la différence? Eh bien, Madame fait la cuisine et maman fait la vaisselle et astique. Numéro 6 et 7, de papa et de moi, je ne dirai pas grand-chose. Le premier est le plus effacé de toute la tablée. Il s'assure toujours que les autres sont servis. Il n'a besoin de rien. Les meilleures choses sont pour les enfants. Voilà l'exemple du bien. Et à côté de lui, le paquet de nerfs de la villa annexe. Dussel. Prends, ne regarde pas, mange, ne parle pas, et s'il faut parler, au nom du ciel, parlons de mangeaille. Ça n'occasionne pas de dispute, seulement des hâbleries. D'énormes portions s'y engloutissent, et on ne dit jamais « non », ni pour les bonnes choses, ni souvent pour les mauvaises. Pantalon remonté jusqu'à la poitrine, veste rouge, pantoufles vernis noirs et des lunettes d'écaille. Ainsi peut-on le voir à la petite table, éternellement travaillant, ne progressant jamais, avec pour seule interruption la sieste, les repas et la place favorite, les WC. 3, 4, 5 fois par jour, quelqu'un se tient devant la porte des toilettes et serre les fesses, danse d'un pied sur l'autre et n'y tient presque plus. Tu crois qu'elle s'en soucie? Penses-tu? 7h15, 7h30, midi et demi, 1h, 2h, 2h15, 4h, 4h15, 6h, 6h15 et 11h30, minuit, on peut le noter, ce sont les séances fixes. Pas question de s'en écarter. Il reste sourd à la voix suppliante qui s'élève de l'autre côté de la porte et l'avertit d'une catastrophe imminente. Le numéro 9 n'est pas membre de la famille de l'annexe, mais est associé à notre vie et à notre table. Pep a un sain appétit. Ne laisse rien dans son assiette, n'est pas difficile. On peut lui faire plaisir en tout. Et c'est justement cela qui nous fait plaisir. Enjouée et de bonne humeur, conciliante et gentille. Voilà ses qualités.